Revenir sur le devant de la scène la question de l'inceste, la question de la pédocriminalité à cause d'un certain Olivier Duhamel. On a vu également apparaître sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, un hashtag #MeTooInceste. Est-ce que vous pensez que la parole va enfin être libérée sur ce sujet tabou? Alors, oui, la parole déjà se libère. On peut le voir, nous, en 7 ans de militantisme, on a vu la parole se libérer. Alors là, avec ces affaires qui sont médiatisées actuellement, avec, on va dire, tous les grands écrivains, Maznev qui a été un petit peu embêté, Polanski qui se fait chicoter pendant les festivals du cinéma, Jack Lang qui revient sur le devant de la scène par rapport à ses prises de position pour protéger des pédophiles, voilà, sur lequel il revient. Un petit peu, on voit qu'il y a aussi Daniel Cohn-Bendit et maintenant Monsieur Duhamel. En fait, c'est un petit peu une hypocrisie, je parle au niveau médiatique et judiciaire, puisque tout le monde sait que ces gens-là sont des consommateurs d'enfants depuis de nombreuses années, puisque d'ailleurs chez Duhamel, ils ont même retrouvé des photos, d'après ce que j'ai vu et entendu, des photos de ses propres enfants, des parties génitales de ses enfants chez lui. Donc ça veut dire, les gens qui venaient chez lui savaient, on n'est pas ce type de photos. Je pense que chez les amis communs, enfin chez les amis que vous pouvez avoir et les miens, il n'y a pas ce type de photos. Donc ça nous alerterait tout de suite. Mais apparemment, personne n'était au courant. Il faut justement des révélations, comme le fait la fille de Monsieur Kouchner, pour qu'enfin les médias, on va dire, s'emparent et surfent sur cette vague. Alors bien évidemment, oui, c'est une bonne chose pour les victimes puisque ça va donner le courage aux victimes de parler, mais c'est encore une hypocrisie puisque beaucoup disent que, par exemple, les cas d'inceste, c'est 80%, les plaintes qui sont déposées en justice, c'est 80%, c'est de l'inceste, ce qui est totalement faux. Les chiffres, c'est 30%. Ça, c'est les chiffres du ministère de la Justice. C'est-à-dire des enfants violés c'est-à-dire les plaintes qui sont déposées en justice pour certains militants des actes pédocriminels. Voilà, les plaintes qui sont déposées pour des viols sur mineurs, voilà. Certaines associations et certains militants disent, sans sortir de source, que c'est compliqué ces histoires en justice, puisque 80% des plaintes seraient de l'inceste, ce qui est faux. Les chiffres du ministère de la Justice, c'est 30% des plaintes qui sont déposées sont de l'incest, et 70% ce n'est pas de la... en dehors du milieu familial, quoi. Voilà, ça peut être dans des écoles, dans des associations pour le sport, des colonies, etc. Donc, le souci, nous, est... Alors, c'est très bien, oui, ça libère la parole pour les victimes, mais c'est encore une hypocrisie au niveau étatique, puisque les hommes politiques ne s'emparent... Aucun parti politique et aucun président de la République ne s'est encore emparé de ce sujet-là, sérieusement. Et c'est vrai qu'on s'est vu il y a 5 ans. Depuis, énormément d'eau a coulé sous les ponts et on a fait vraiment un travail de fond pour essayer de découvrir quelle position avait la France concernant la pédocriminalité et le trafic d'enfants en France. La question à laquelle vous vouliez répondre, quelque part, c'était dans quelle mesure la France luttait vraiment contre la pédocriminalité. Voilà, et on s'est rendu compte, malheureusement, et on n'est pas les seuls à le dire, que la France, c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie. D'ailleurs, je dis que la France, c'est Pédoland. Et chaque jour qui passe, en fait, confirme nos bilans et les constats que nous avons pu faire. Par exemple, on a découvert que les Français étaient, en Europe, 2e consommateur d'images pédopornographiques. Ça veut dire qu'on a des centaines de milliers de Français qui vont chaque jour se connecter sur des forums pour visionner des viols d'enfants, des images d'enfants en train de se faire abuser. Et on est classé 4e aussi dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même très bien positionné, entre guillemets, dans ce trafic d'enfants. Enfin, c'est la démonstration que c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y attaque. Qui doit être véritablement traité, car il y a urgence, parce que derrière chaque photo, c'est des vrais enfants, c'est des enfants qui ne sont pas secourus, c'est des pédophiles qui continuent de pouvoir s'attaquer à des enfants dans leur vie, on va dire, quotidienne, et qui ne sont nullement inquiétés. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là, parce que vous pouvez regarder ça, Alors, c'est un monsieur là qui donc se bat avec son association depuis des années pour dénoncer la pédocriminalité en France. Les pédophiles. Là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 19 février 2021. Je fais cette vidéo, en fait, je fais l'introduction comme ça pour revenir sur la vidéo concernant Audrey Pulvar. Pourquoi? Parce que je vois qu'elle est attaquée là actuellement, parce qu'elle était invitée le lundi dernier, je crois, sur France Inter, pour ne pas nommer la radio, et puis elle s'expliquait, elle était rendue au point de dire qu'elle considérait son père comme un monstre. Vous vous rendez compte jusqu'où ils peuvent aller? Et donc, je montre là que la France est au monde, le jeune homme il l'a illustré, 4e rang mondial pour la pédocriminalité, et puis 2e au niveau européen. Voyez-vous? Et l'élite est mouillée, l'élite française, autant vous dire.
Donc, ce dont je voulais parler, c'est Audrey Pulvar, son père qui s'appelle Monsieur Marc Pulvar, qui est très connu en Martinique. Il est décédé, le pauvre, hein, il est décédé, je crois, en février 2008. Voilà, donc ça fait pratiquement 13 ans qu'il est mort, le monsieur. Et puis, l'histoire, c'était des cousines à elle, 3 cousines qui ont porté plainte récemment, en disant, enfin, qui ont dénoncé, qui ont fait une tribune, dénoncer le fait qu'elle avait été abusée quand elle était beaucoup plus jeune par le monsieur Marc Pulvar, le père de Audrey Pulvar. Bon, moi je ne suis pas pour remettre en cause leur plainte, hein. Il est hors de question. Je respecte totalement leur souffrance, c'est clair. Mais ce que je dénonce, par contre, c'est de dire on est dans une situation d'hypocrisie et que par conséquent, même si elle n'ose pas le dire, mais elle est visée parce que je dis que elle est candidate pour les élections régionales au mois de juin prochain, hein, donc c'est un poste hyper important. Elle est tête de liste, hein, la liste de gauche là, voilà les hypocrites. Et donc je tenais à rappeler, pour donner mon point de vue, c'est-à-dire que je me définis comme étant spécialiste de la France, accessoirement, hein, panafricain, mais spécialiste de la France. Et puis gilet jaune, convaincu également, hein, totalement, hein, depuis le début. Donc en fait, faut se rappeler que Audrey Pulvar avait fait une tribune, parce que moi j'aborde la question sur le plan politique, hein, naturellement, c'est ça qui m'importe. Et Audrey Pulvar, c'est qu'elle avait fait une tribune enfin, quand elle avait une chronique sur France Inter, rappelez-vous. Et puis, c'était suite aux injures de Monsieur Guerlain, voilà, le parfumeur, qui fait du parfum là, qui avait insulté les Noirs. Il était sur le plateau de France Télévisions, rappelez-vous, un midi comme ça, et puis il insultait tous les Noirs, voilà, en disant que voilà, c'est des paresseux, ils travaillent pas. Et c'est suite à ça qu'elle a fait sa tribune et elle a rendu un hommage à Aimé Césaire, qui avait dit à l'époque, évidemment pour défendre la dignité des Noirs et des Nègres, il dit le nègre est en merde. Donc elle avait terminé sa chronique là-dessus. Et quand j'ai vu à l'époque cette tribune là qu'elle avait faite sur France Inter, je me suis dit ah tiens, c'est la fille à son papa. Ben oui, parce que son père était, je vous dis, un syndicaliste très connu, fervent, qui défendait les travailleurs en Martinique. Et puis aussi un fervent indépendantiste. Voyez-vous? Alors, moi, j'aime bien la justice, hein, voilà, que ça soit juste. Or là, le constat que je fais, je dis, à l'époque, quand elle avait fait cette intervention-là par rapport à Guerlain, d'ailleurs Guerlain, qu'est-ce qu'il a eu comme condamnation? Je suis curieux aujourd'hui, en 2021, il a été condamné de quoi? Voilà, dites-moi, quel montant? Parce qu'il y a des dommages au niveau moral, hein, nous concernant. Voilà, il n'y a rien. Donc, en fait, le noir n'a pas le droit de se plaindre. C'est pour ça que je fais des vidéos pour dénoncer ça. Hein. Et puis c'est un minimum pour moi. Et maintenant, je m'insurge toujours contre les gens qui ont les moyens et qui ne font rien. Et j'ai dit, cachez-vous, rasez les murs. Voilà. Parce que le pire, c'est qu'ils font rien et puis ils viennent faire le malin. Ça me tue, ça. Je dis, vous avez des postes importants, hein, des pouvoirs médiatiques, pouvoirs monétaires, financiers, eh ben, agissez pour l'intérêt général, parce que les autres en face, c'est ce qu'ils font. Je vais le rappeler ça tout le temps. Donc, Audrey Pulvar, j'avais moi applaudi à l'époque quand elle avait répondu à Guerlain, et je pense que c'est suite à ça qu'ils lui ont conseillé, voilà, après avoir été sur différentes chaînes de télévision, hein, chroniqueuses aussi, d'aller voir dans l'humanitaire, voilà. Bien avant, elle était à occuper le poste de Nicolas Hulot, quand il avait été appelé au gouvernement, donc elle a remplacé Hulot à la tête de son, comment on appelle ça, son association là, pour lutter contre la nature et compagnie. Et puis quand Hulot a été, quand il a rendu son démission dans le gouvernement, il a repris son poste de président de cette association. Et puis maintenant, elle est maintenant, depuis les dernières élections municipales, elle est conseillère municipale à Paris, hein, adjointe au maire. Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle veut briguer le poste de président du conseil régional Île-de-France. Je vous rappelle que l'Île-de-France, c'est la région la plus riche de France et Navarre. Vous voyez? Bon. A priori, je pense qu'elle va faire de la figuration, parce que Valérie Pécresse, de mon point de vue, va garder son poste. Maintenant, on va se dire, tout ça pour ça. Voilà. Et puis, quand bien même elle serait élue, c'est dire, mais son père, c'est son père, et puis elle, c'est elle. Or là, on constate que elle est interviewée en longueur de journée pour lui dire, oui, t'as vu ce qu'il a fait ton père. Heureusement que c'est une femme digne, et elle explique qu'elle est très solidaire de ses cousines. Mais, moi, quand j'aime rendre à César ce qui appartient à César, là, en l'occurrence, il s'agit de rendre à monsieur Marc Pulvar ce qui lui revient, hein, ce grand monsieur. Je suis désolé, hein. Alors là, c'est plus fort que moi. J'aime pas l'injustice. Donc, ce que je tenais à rappeler, c'est, je vais rappeler un petit peu son parcours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas en métropole. Mais c'est une personnalité très importante en Martinique. Hein. Je dirais que si on regarde les 5 personnalités en Martinique, après Aimé Césaire, il doit figurer. Hein, les gens qui ont marqué l'histoire de la Martinique pour défendre l'intérêt commun, l'intérêt public, l'intérêt général. Voilà, l'intérêt des plus faibles surtout.
voyez. Donc, originaire de la Martinique, Marc Poulvard est né le 25 avril 1936 à Rivière-Salée. Il est le père de la journaliste Audrey Poulvard, comme je disais, voilà. Et après ses études, il entame une carrière de l'enseignement privé, dans l'enseignement privé, excusez-moi, à l'Institut martiniquais d'études, qu'il a fondé en 1967 avec son beau-frère Édouard Glissant, un grand écrivain aussi connu là-bas aux Antilles, en Martinique. Parallèlement à son métier de professeur de mathématiques, il va rapidement se faire connaître pour ses activités militantes, indépendantistes et syndicales. Vous voyez? Et là, c'est là où il m'intéresse. Voilà, c'est là où il m'intéresse. Ça, c'est mon terrain de prédilection. En 1962, il est l'un des signataires du manifeste La Martinique aux Martiniquais. Vous voyez déjà, en 62. Hein. En 1974, il cofonde la centrale syndicale des travailleurs martiniquais, ce qui s'appelle CSTM, voilà, et en devient le secrétaire général. À partir de 1973, il est aussi secrétaire du mouvement indépendantiste martiniquais. Donc vous allez noter que l'établissement français, l'élite française, il ne faut pas le supporter, il ne faut pas le blairer. Les choses sont claires pour moi. Oui, un indépendantiste, vous pensez bien. La parole au peuple. Donc il est aussi secrétaire du mouvement indépendantiste martiniquais, la parole au peuple, rebaptisé en 1978 le mouvement indépendantiste martiniquais. En 1978, il est rebaptisé, mais il reste toujours indépendantiste. Et ensuite, syndicaliste de terrain, voilà, il est reconnu là-bas pour ça. Marc Poulvard est de toutes les manifestations et grèves. Lors de l'une d'elles, il échappe à une tentative d'assassinat sur le port de Fort-de-France. Très important à préciser, voulant se défendre, il riposte avec une arme, ce qui lui vaut une peine de prison de 4 mois. Voilà. Et les gens ils ont voulu l'assassiner à l'époque, et heureusement qu'il s'est défendu. Et puis 4 mois de prison, il s'est payé. Alors que ceux qui ont essayé de le tuer, qui ont donné même l'ordre, ils sont tranquilles. Vous voyez? République bananière. Et ça, c'est le minimum quand je dis ça. Bon. Le 3 février 2008, il meurt à l'âge de 71 ans, voyez-vous, des suites d'un cancer. Bon, son décès provoque une vive émotion en Martinique, naturellement, puisqu'il est très connu, et puis il a des faits d'armes, voilà, défendre les plus faibles. C'est ce qu'il faisait, en tout cas dans le monde du travail. En février 2021, 3 nièces de Marc Poulvard, Barbara Glissant, Karine Rousseau et Valérie Falloir l'accusent dans une tribune d'être un pédocriminel. Voilà, Audrey Poulvard déclare être au courant des faits depuis plusieurs années et soutenir ses cousines dans leur démarche, voilà. Bon, donc moi ce que je tenais à préciser, je tiens aussi à rappeler qu'il y a un des écrivains là qui lui a rendu hommage, pour souligner que, voilà, c'est ça, l'hommage lui a été rendu, je vais montrer rapidement, par un écrivain très connu, Raphaël Confiant, voilà, c'était l'hommage qu'il a rendu, voilà, vous voyez, j'avais pris connaissance de ça, je trouvais ça très intéressant. Et au fond, tout est précisé qu'en réalité, il connaissait le code du travail, sous les bouts des doigts. Voilà. Il connaissait le code du travail, on l'avait même surnommé à l'époque aux Antilles en Martinique, Monsieur Auroux. Voilà. Tellement il connaissait qu'il y a les lois Auroux et tout ça, qui découlent de la venue au pouvoir de Monsieur Mitterrand en 1981, donc il connaissait tout vraiment le contenu du code du travail, et il avait souhaité, d'abord sa formation, il est prof de maths, mais il avait souhaité devenir avocat, mais il y a eu une coalition là, voilà, ils se sont réunis tous et puis ils ont tout fait pour qu'ils puissent pas, endosser la robe d'avocat en droit du travail, spécialiste, voilà, ils ont tout fait, c'est-à-dire la corporation là-bas, des avocats, il flippait parce que lui il est très calé, il était très calé, il gagnait pratiquement tous les procès quand il défendait donc les travailleurs là-bas sur place en Martinique. Il était très redouté par le MEDEF local, le patronat martiniquais, il est très redouté là-bas aux Antilles. Il était, puisque le pauvre il est plus vivant, il est décédé, donc comme je disais tout à l'heure, en 2008. Donc moi, je n'aime pas l'injustice et du coup je fais cette vidéo-là pour essayer de dire aux gens justement qui il était. Parce que en métropole, je vous dis encore une fois, les gens ils savent pas. Et ensuite, je me dis quoi? Je me dis, quand là, ils essaient de dire oui, ce serait bien que tout le monde le sache par rapport à ce qu'il a commis et tout, en disant que oui, c'est vrai que certes, il a été un grand défenseur des plus faibles sur le droit du travail, mais par contre, au niveau des mœurs et tout, pédocriminel. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, comment ça se fait? Moi, je suis toujours sur le plan politique. La France, de manière générale, récemment, il y a eu, la dénonciation des criminels qui ont marqué l'histoire. Rappelez-vous par rapport à la traite négrière. Donc, les Voltaire, les Montesquieu, les Victor Hugo, tous ceux-là, ce sont des négriers. Alors, donc, il y a des pays comme en Angleterre, comme aux États-Unis, où des gens ont manifesté pour demander le démantèlement, en Belgique aussi, démantèlement de tous les monuments qui rendent hommage à ces messieurs-là. Et la France est un des rares pays à ne pas soutenir cette initiative-là. Vous voyez? Et c'est ainsi que je dis, mais écoutez,
arrêtez de mépriser le noir à ce point-là, arrêtez d'insulter notre intelligence. Et moi, quand je fais ces vidéos-là, ben, c'est justement pour faire ce rappel à l'ordre, pour dire que voilà, il n'est pas tolérable le deux poids deux mesures. Parce qu'au fond, c'est de dire que là, ils sont bien contents de faire dire à Audrey Pulvar que son père était un monstre. D'accord. Mais alors j'ai dit, tous ces, comment on appelle ça, grands leaders français qui ont marqué l'histoire de France, eh ben, avec le recul, on a vu qu'il est question maintenant de ne plus les mettre en valeur. Ben oui. Parce que nous, on souffre. Quand je dis nous, je veux dire la communauté noire, la diaspora, le peuple noir, les Africains, les Afro-descendants, les Afro-Caribéens. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que on demande que tous les monuments là, les Gallieni là, les colons là, tout ça là, ben, soit, comment on appelle ça, démolis comme ils ont pu le faire dans les autres pays, comme je vous disais tout à l'heure, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Mais la France dit non. Et donc c'est pour ça que je dis, de tous les pays européens, mais la France, l'élite française, mais c'est la plus raciste qui puisse exister. Et je dis qu'il y a tellement d'exemples, et là quand je donne juste ce petit exemple-là, en faisant le comparatif, vous voyez bien. Pourquoi ils veulent pas eux? Et parce qu'ils sont les plus racistes. Simplement, ils ont une manière de faire. Et c'est même pour ça qu'il y a quelques années, je les avais surnommés des magiciens. Parce que le magicien, il vous fait des tours. Mais je dis que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, d'accord, mais maintenant à cet âge-là, c'est terminé. Hein, voilà. Il y a des adultes qui veulent se laisser toujours, comment on appelle ça, berner, mais c'est leur problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je dis non. Compte tenu en plus de l'enjeu. L'enjeu est trop énorme. Hein, donc, faut arrêter. Ce deux poids deux mesures là, je veux dire que la charité bien ordonnée, commencez déjà à vous montrer exemplaire en disant que voilà, aujourd'hui au XXIe siècle, il est question de mettre les pendules à l'heure, à savoir que l'histoire de France est liée définitivement avec l'histoire des Noirs, des Africains. Et ça continue, regardez la persistance du franc CFA et comment on appelle ça, des bases militaires françaises qui sont là-bas en Afrique. Vous voyez, c'est la continuité. C'est le continuum, c'est la continuité de la traite des Noirs. C'est clair. Parce que je dis, il faut regarder dans les autres pays, il n'y a pas de base militaire dans les Maghreb, il n'y a pas de base militaire française en Algérie, en Tunisie, au Maroc, il n'y en a pas. Ils sont basés que dans les pays d'Afrique noire. Donc ça ne vous pose pas de problème, ça. C'est ça, mon problème. C'est tout. Parce que j'ai dit que l'idée de justice, c'est justement il doit y avoir un respect mutuel. Voyez-vous? Donc les choses sont claires que c'est l'hypocrisie, c'est le pays où la culture en fait, c'est vraiment une seconde nature. Hein. C'est des hypocrites de première classe. Regardez là, le jeune homme là, que j'ai montré là pour, comment on appelle, démarrer la vidéo. Vous voyez, il a tout énuméré, hein, les noms, les Polanski, les Jacques Lang, tout ce gros monde-là, voilà, et ce sont eux qui ont pion sur rue, ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. Les choses sont claires. Voyez-vous? Donc, franchement, faut arrêter. Voilà. Faut la laisser tranquille. Hein. Je dis, quand bien même elle serait amenée à gagner les élections prochainement en juin, ce que je ne crois pas, hein, face à Valérie Pécresse, qui est présidente sortante du Conseil régional de l'Île-de-France. Mais j'ai dit, quand bien même elle serait amenée à gagner, je dis non, c'est pas pour cette raison-là que il faut l'humilier là, comme ça, alors qu'elle y est pour rien. Hein. Voilà. Et puis je dis, justement, est-ce qu'ils veulent faire la publicité de son père? Non, ils vont dire maintenant c'est trop. Mais justement, à l'époque, avant que les faits ne soient révélés là au grand public. Mais non, ça les intéresse pas. Voilà. Donc je dis, c'est pour ça, arrêtez d'insulter notre intelligence. Voilà. Et heureusement qu'on a l'occasion maintenant, à travers ces vidéos-là, de pouvoir vous dire les 4 vérités à notre manière, à la mesure de nos moyens, naturellement. Parce que je dis toujours, vous imaginez, j'ai plus de moyens, non. Il faut jouer le minds, puis mettre les choses en faisant travailler l'intelligence, et puis les choses se font comme ça, clairement. Hein. Dire les choses telles qu'elles sont. Pas d'aliénation, pas de complexe, encore moins de corruption. Voilà. Franchement. En train de lui dire, oui, pouvez nous expliquer, quand est-ce que vous étiez au courant, et tout ça, et puis la pauvre, elle raconte, mais elle dit très justement, je vous dis, elle a beaucoup de comment on appelle ça, de classe, et puis aussi d'honnêteté et sincérité. Elle dit, c'est pas à moi, à l'époque, quand j'ai pris les informations qui remontent il y a 20 ans, ben de prendre la place de mes cousines. Elles sont libres, par contre, je les soutiens, mais c'est à elles de parler. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Marc Pulvar, c'est un homme qui a marqué l'histoire de la Caraïbe, de la Martinique en particulier. Et je vous dis, par rapport au grand monsieur qu'est Aimé Césaire, si on fait les classements, il y a Césaire qui est en premier, naturellement, pour les personnalités en Martinique, qui ont relevé le défi, qui ont relevé la dignité du peuple martiniquais. C'est de ça dont il s'agit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'il en est? C'est toujours des colonies. Et je dis, il faut arrêter ceux qui sont originaires de ces départements, territoires et collectivités là de dire oui, nous ne sommes pas nombreux, donc on ne peut pas demander l'indépendance. On peut comprendre d'une certaine façon, puisque quand on voit les pays africains, avec tous les corrompus là, les mercenaires là qui sont à la tête des pays, on peut comprendre. Mais en tous les cas, moi ce que je fais, avec mon bon sens, eh bien je compare la Caraïbe
eh ben, les anciennes colonies espagnoles et anglaises. Et le constat qu'on fait, très rapidement, on voit que eux, ils sont indépendants. Et puis aussi les Pays-Bas. Voilà. Parce qu'il y a la Guyane hollandaise. Eh ben, eux, ils sont indépendants. Alors moi, il faudrait m'expliquer comment se fait-il que les anciennes îles qui appartenaient aux Anglais et aux Espagnols sont indépendantes, et puis les îles qui appartiennent aux Français, non, ils sont pas indépendants. Et puis les corrompus, là, quand tu leur demandes, ils disent, non, mais vous êtes des sous-hommes, voilà, des sous-citoyens. C'est clair pour moi. Franchement, vous n'avez pas honte? On est au XXIe siècle, il est question maintenant de se libérer définitivement, hein, de retrouver sa dignité, hein, et puis pour les générations à venir, qui ne s'est pas à livrer ce combat-là, parce que les choses sont claires. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, si on ne le gagne pas, on est très lâche. Hein, et c'est les générations à venir qui sont amenées à combattre ça. C'est insupportable, c'est intolérable. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Voilà, toujours pareil, cherchez à mettre les points sur les i, hein, en quête de vérité, en quête de justice. Parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité d'une part et la justice d'autre part. Voilà. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, eh bien, on peut faire le chemin ensemble. Voilà. Merci à vous pour votre attention donc, et puis à très bientôt. On lâche rien, les gilets jaunes toujours mobilisés, plus que jamais, déterminés pour virer Macron et toute sa clique, Macron et tous ceux tous ses semblables. Puis toute la classe politique française d'ailleurs, ils sont tous dans la combine. Voilà, pour moi les choses sont claires, sinon on n'en serait pas là. Merci bien, à bientôt. Lâche rien.